Bonjour à tous. Il y a au cœur du monde académique une tension, une sorte d'aversion profonde qui a vraiment marqué des décennies de recherche. Aujourd'hui, on va plonger dans cette question complexe qui est vraiment au croisement de l'histoire, de la science et de la philosophie. Alors la question elle est simple en apparence. D'où vient cette méfiance qui va parfois jusqu'au rejet pur et simple de la biologie par les sciences sociales? Pour essayer de comprendre, on va suivre une analyse qui déconstruit un peu les explications classiques pour nous en proposer une autre, beaucoup plus stratégique. Allez, on commence tout de suite. Bon, commençons par l'explication la plus courante, celle qu'on entend partout et qui est largement acceptée. Elle s'appuie sur trois arguments très forts qui, à première vue, ont l'air tout à fait logiques. Ces trois arguments, ce sont les trois piliers de cette aversion. D'abord, un traumatisme historique lié aux pires dérives du passé. Ensuite, un choix moral très conscient fait juste après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, une règle du jeu académique qui a servi de fondation à toute la discipline. On va les regarder un par un. Il faut vraiment comprendre ça. Les sciences sociales modernes se sont bâties contre ces idéologies. Le darwinisme social, l'eugénisme, toutes ces théories ont utilisé une version complètement dévoyée de la biologie pour justifier des choses terribles. La colonisation, les dominations de classe, de sexe. Le résultat, ça a été une sorte de réaction immunitaire. La biologie est devenue, dans le discours social, quelque chose de potentiellement toxique, un truc dont il fallait absolument se protéger. Et ça nous amène directement au deuxième pilier, le choix moral. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, un vrai consensus s'est installé. Pour garantir la dignité et l'égalité entre les humains, il fallait neutraliser la biologie, la rendre en quelque sorte inoffensive dans le débat public. La priorité, c'était les kicks bien avant la science. Et cette phrase, elle résume cet état d'esprit à la perfection. Et enfin, le pilier académique. Les pères fondateurs, des gens comme Durkheim, ont posé cette règle d'or. Le social s'explique par le social. Point. C'était une manière de dire, ça c'est notre domaine, c'est notre terrain de jeu. Une façon de tracer une frontière bien nette avec les sciences naturelles. Une règle qui à la base était purement une question de méthode. Et c'est là que l'analyse qu'on explore aujourd'hui prend un virage à 180 degrés. Parce que oui, cette explication standard, on peut la comprendre, mais elle est aujourd'hui sérieusement remise en question. L'argument qui suit, c'est de voir ces trois piliers non pas comme des faits établis, mais comme une construction qui cache peut-être d'autres logiques. Et là, on tombe sur quelque chose d'assez frappant, une sorte d'incohérence. Dans les sciences de la nature, c'est tout à fait normal d'expliquer la biologie par la chimie et la chimie par la physique. C'est ce qu'on appelle l'explication verticale. Pourtant, les sciences sociales refusent cette même logique vers le bas. Du coup, on est en droit de se demander si ce refus est vraiment une prudence scientifique ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une asymétrie idéologique, une règle un peu arbitraire. Et c'est là que l'argument devient encore plus audacieux. L'idée, c'est qu'en voulant à tout prix éviter le danger bien réel d'un totalitarisme naturaliste, on aurait peut-être créé un autre danger, un totalitarisme culturaliste. Et la différence est capitale. Le premier, même s'il était horrible, s'appuyait sur une science qu'on pouvait corriger, réfuter avec de nouvelles données. Le second, lui, s'appuie sur un interdit moral. Si on critique ces dogmes, ce n'est plus une erreur scientifique, c'est une faute éthique. On quitte le débat de fait pour entrer dans le jugement de valeur. Donc, l'idée reçue qui découle de toute cette aversion, c'est que la biologie est une contrainte, une limite, une sorte de mur qui se dresse face à nos projets de société, face à nos idéaux d'émancipation. Et voilà la correction fondamentale qui est proposée. Et si la biologie n'était pas une barrière, mais une topographie, une carte, en somme. Une carte qui ne dit pas impossible de passer, mais qui indique plutôt où sont les zones fertiles, où sont les pentes instables, où sont les gouffres. Ignorer cette carte, ce n'est pas être plus libre, c'est juste avancer à l'aveugle sur un terrain qui, lui, est bien réel. Alors maintenant, revenons sur ce fameux choix moral d'après-guerre. L'analyse suggère qu'il ne s'agissait peut-être pas uniquement d'une décision éthique, mais que c'était aussi une manœuvre stratégique avec des bénéficiaires assez clairs. Cette question est volontairement provocatrice, pour nous forcer à changer de point de vue. Au lieu de voir l'égalité comme une finalité, on nous propose de la voir comme un outil, et de se demander à qui cet outil profite-t-il vraiment. Le concept qui est avancé ici, c'est celui de lubrifiant systémique. L'idée d'une égalité universelle et abstraite servirait en fait à créer un espace mondial normalisé, un espace où il y a moins de friction et où certains flux peuvent circuler beaucoup plus librement. Voilà le point central. En promouvant une égalité qui gomme les spécificités, on crée une sorte de proto-culture universelle. Et cet espace homogène, il est parfait pour les acteurs qui sont déjà dominants. Ça leur permet d'étendre leur influence sans se heurter constamment aux barrières des cultures locales. Et ça nous amène à un paradoxe qui est assez vertigineux.
En imposant un cadre universel, un modèle unique qui ignore les variations bien réelles, qu'elles soient biologiques ou écologiques, ce système risque en fait de creuser l'écart entre ceux qui édictent les règles et ceux qui les subissent. Une égalité proclamée sur le papier peut donc masquer et même renforcer une inégalité bien réelle sur le terrain. Alors, comment on sort de cette opposition stérile entre nature et culture? Pour finir, l'analyse propose un nouveau cadre, une synthèse où la biologie et la culture ne sont plus opposées, mais reconnectées dans une relation dynamique. Le concept clé, c'est celui de l'amplification directionnelle. L'idée, c'est qu'une culture saine ne nie pas la biologie, elle travaille avec elle. Elle va sélectionner, encourager, amplifier certains traits biologiques qui sont avantageux dans un environnement précis, un peu comme un algorithme qui s'adapte en permanence. Et cette citation, elle résume magnifiquement la conclusion de tout cet argument. Elle oppose l'idéal abstrait d'une humanité où tout le monde serait interchangeable à la réalité pratique d'une culture qui fonctionne comme une interface d'adaptation entre des humains avec leurs vraies différences et un monde avec ses vraies contraintes. On va donc terminer avec cette question, qui est une invitation à appliquer ce modèle à notre propre époque. Si la culture amplifie certains de nos traits et en atténue d'autres, quelles sont les grandes boucles de rétroaction qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui sont en train de nous sculpter? La question reste ouverte.